Robert, bonjour. Nous sommes ici chez vous, plus précisément à l'Espourcy, dans le 64. Vous êtes donc responsable d'une association qui s'appelle Magic Casao, dont l'objectif est de créer sur son lieu un exemple de refuge du vivant, c'est-à-dire, j'ai cru comprendre, connaître, respecter, protéger la faune et la flore du jardin. C'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on veut, c'est surtout rendre hommage à notre terre nourricière et la respecter. Et pour la respecter, je ne parlerai pas de biologique, je parlerai plutôt d'une culture de jardin naturel, où on essaye de favoriser tous les auxiliaires du jardin, c'est-à-dire la faune et la flore, mais en ce qui concerne la faune, les insectes, les mammifères, les batraciens, les oiseaux. Et toute cette faune participe justement à une lutte quelque part biologique ou naturelle contre les prédateurs, contre les ravageurs du jardin. Et on utilise donc cette façon naturelle et on essaye d'être exemple de cette façon naturelle de cultiver le jardin, voilà, sans produits chimiques, parce que évidemment la chimie a un certain impact sur l'environnement. Et puis c'est aussi une façon de chercher l'autonomie, c'est-à-dire de ne pas être dépendant justement de la chimie ou d'en être le moins possible dépendant. Qu'est-ce qui vous a fait venir sur ce terrain-là, la biodiversité? Alors sur le terrain de la biodiversité, j'ai toujours aimé la justice, quoi, et je trouve qu'on est injuste avec cette terre qui supporte notre vie et qui nous nourrit et donc j'ai voulu agir parce que je pense que c'est important quand même, je pense que c'est d'autant important que la terre, c'est le concret, c'est ce qu'il y a de plus direct et puis et malheureusement, beaucoup de jeunes sont maintenant dans un domaine abstrait, dans du virtuel, quoi, plus. Et c'est le concret, et c'est vrai que je pense qu'il est important d'agir à ce niveau, parce qu'il y a un peu de soucis à se faire quand même par rapport au futur, avec toute la façon dont on a traité justement cette terre. Et donc je pense que c'est important d'être présent et d'essayer de donner un exemple pour le futur, quoi, à la fois pour la terre et puis à la fois je pense que le futur sera local. Et donc j'essaye aussi d'agir sur le local et l'autonomie. Voilà, essayer d'être le plus autonome possible. Et essayer de fonctionner avec le local dans cette autonomie. Votre association, c'est une façon de tirer un peu la sonnette d'alarme? La sonnette d'alarme, peut-être pas, mais c'est essayer d'être un exemple concret et un exemple d'espoir, parce que il y a tellement d'espoir, c'est tellement beau cette nature et cette terre. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette association Magic Casao, parce que ça veut dire jardin magique en béarnais. Et je trouve que c'est magique, quoi. Vous plantez une petite graine et puis il y a un arbre, où il y a des plantes. Vous voyez, ici c'est un mélange de sauvage et de... Ça c'est des orties, ça pique un peu, mais... C'est la vie? C'est la vie. Je crois savoir également que vous invitez le public, même des écoles. Ah, non. Non, mais donc c'est un projet, à des animations pédagogiques? Oui, alors comme vous avez vu, là, il y a eu des problèmes, il y a eu des soucis sur le bâtiment, là, mais dès que ça sera reconstruit, oui, effectivement, on espère, on l'a déjà fait, faire des animations avec les scolaires, des animations pédagogiques, et avec les adultes aussi, pour leur montrer comment on peut réaliser chez soi un petit refuge
et essayer de protéger toute cette petite faune et toute cette petite flore. Je vais vous montrer d'ailleurs tous les petits nichoirs qu'on fait. Voilà. Robert, vous avez différents nichoirs et là nous sommes devant un nichoir de hérissons et un nichoir de belettes. Oui, alors ce qui est important dans un jardin naturel, donc, c'est de laisser des parties sauvages, mais c'est aussi de laisser des tas de bois, ou de les construire, au lieu de brûler le bois ou de le jeter, c'est de faire des tas de bois, et dessous ces tas de bois, alors ces tas de bois ils servent à plein de choses, ils servent à plein d'insectes, l'hiver les petits oiseaux viennent s'y protéger, et sous ces tas de bois on peut mettre des nichoirs pour les hérissons, pour les belettes, et donc c'est une façon d'aider les mammifères. Alors moi j'aide donc le hérisson parce qu'au jardin il mange les limaces, les escargots et puis des larves d'insectes. La belette c'est une mal-aimée parce que les gens croient qu'elle saigne les poulets, etc. mais c'est faux. En fait 90% de l'alimentation des belettes c'est des souris et des mulots. Et effectivement des fois il se peut qu'elle mange un petit poulet, mais c'est très rare. Mais avant le Moyen-Âge, elle sauvait les récoltes avant l'introduction du chat. Et c'était un animal familier. Et puis maintenant, bon, elle est classée nuisible, mais à tort, je pense. Et donc, moi, j'essaye de l'aider. Après, comme mammifère, j'aide les chauves-souris aussi. On fait des nichoirs pour les chauves-souris. Alors, il y a différentes espèces de chauves-souris. Il y a des petites, il y a des grosses, etc. Et elles mangent différentes sortes d'insectes. Alors là, c'est très intéressant parce que ça participe aussi à la lutte biologique. Et par exemple, vous avez certaines espèces de chauves-souris qui s'attaquent aux carpocaps du pommier ou du châtaignier ou aux papillons de nuit, quoi. Et voilà. Ici, nous sommes devant un nichoir d'abeilles maçonnes, Robert? Oui. Alors, les abeilles maçonnes font partie des abeilles sauvages. Et il y a des milliers de variétés d'abeilles sauvages. Et dans ces abeilles sauvages, il y a la catégorie des abeilles maçonnes. Alors, pourquoi on les appelle maçonnes? Parce qu'en fait, elles maçonnent. Vous voyez là, ce petit bambou, il a été bouché avec du sable argileux. D'accord. Et en fait, elles font des petites larves, des petites logettes, vous voyez, dans un tube comme ça. Elles font des petites logettes. C'est très très petit. Oui, oui, voilà. Alors, suivant la grosseur du bambou, il y a différentes espèces toujours d'abeilles maçonnes qui viennent faire des petites logettes. Alors elles mettent un œuf, du pollen, du nectar, elles referment, un œuf, du pollen, du nectar, elles referment, un œuf, du pollen, ce qui fait que là vous avez une dizaine de larves qui vont toutes sortir en même temps, fin février, début mars. Et ce sont les premières pollinisatrices, c'est-à-dire ça correspond aux premiers arbres en fleurs. Et comment dire, ce sont les premières qui pollinisent, et elles pollinisent à la fois plus tôt et à la fois mieux que l'abeille domestique, parce qu'elles sont plus velues. Voilà, et donc il y a plus de pollen qui sont sur leur corps, et quand elles vont sur une autre fleur, elles pollinisent plus facilement, quoi. Voilà. Alors là, moi ça fait une dizaine d'années ou même 15 ans que je le fais, et donc j'ai des milliers d'abeilles sauvages ou abeilles maçonnes chez moi, et donc j'ai les pollinisateurs à la maison, ce qui fait que j'ai plein de fruits, quoi. Voilà. Et alors, si vous voulez même, pour aller plus loin, elles mettent les femelles, vous voyez, dans les premières petites logettes, et après elles mettent les larves, parce qu'elles-mêmes, je veux dire les mâles, parce qu'elles-mêmes elles ont un petit prédateur qui vont manger les larves, et comme vous savez, les mâles en fait c'est pas très utile, hein, ça sert pas, c'est très accessoire, s'il en reste un c'est bon. Et donc comme ça les femelles sont préservées, même si quelques mâles sont mangés, voilà. C'est une sorte de fécondation ce qui se passe là? Ces abeilles il y a des mâles et des femelles, elles ne font pas de miel, hein, ces abeilles. Oui, oui. Elles ne font que de la fécondation, oui, que de la reproduction. Oui. Et donc en fait ce qu'on fait nous en faisant des hôtels à insectes comme ça, c'est qu'on essaye de les fixer. Alors sur l'hôtel, on les fixe et comme ça on les a à la maison, et d'année en année ça se reproduit et ça se multiplie, et donc on a les pollinisateurs à la maison. Comment vous faites pour les prélever?
Alors, on ne les prélève pas, et si vous voulez, elles se débrouillent toutes seules. Et une fois que l'hôtel est fait, si vous voulez, d'année en année, on n'y touche plus, elles se reproduisent toutes seules, elles font tout toutes seules. Et alors, vous voyez, il y a, sur un hôtel à insectes, en fait, il y a une partie pour les coccinelles, pour les chrysopes, et en bas pour les bourdons. Et tout ça, c'est abeilles maçonnes. Alors, par contre, la coccinelle et le chrysope, ils ne vont pas se reproduire là. C'est simplement des abris pour l'hiver. Et par contre le bourdon, oui. Alors le bourdon, il va faire, mais on ne le voit pas bien, c'est dessous. Hein. Voilà, il va faire son nid dedans, dans ces petites boîtes où il y a de la mousse, où on peut y mettre aussi de la ouate, du coton. Ils sont bien cachés. Oui, ils sont bien cachés, ils aiment bien être bien cachés. Au-dessus, c'est... Alors au-dessus, c'est le chrysope. D'accord. Encore au-dessus. Alors là, c'est la coccinelle, mais qui vient s'y réfugier l'hiver. Elle fait ses œufs sur un végétal où il y a des pucerons, puisque c'est les larves qui mangent le puceron. On monte les étages. Et voilà, et après tout ça, ce sont les abeilles sauvages, abeilles maçonnes. Alors là, on ne les voit pas aujourd'hui parce qu'on est un peu en fin de cycle, mais tous les tubes sont remplis. Vous voyez, je l'ai mis cette année, et tous les tubes sont remplis. Et je leur fais, vous voyez, des petits volets. Comme ça, l'hiver, je ferme les volets. Et ça protège... Elles sont très très bien protégées. Et ça protège les larves, voilà. Alors, combien de temps ce petit monde reste là-dedans? Eh bien, ce petit monde, il reste pratiquement 1 an. C'est-à-dire que la larve, l'œuf vient d'être fondu, et la métamorphose de l'abeille dure à peu près 1 an. C'est-à-dire qu'elle va en sortir au printemps prochain. Voilà.